Bon, bah c'est parfait. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes ponctuels. Voilà. Bonjour à toutes, à tous. 00, c'est formidable. Eh ben, écoute, Frédéric, on va pouvoir commencer alors. Eh ben, allons-y. Voilà, donc, Alors, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, puis comme ça, on va pouvoir démarrer. ouais, exactement. Donc, rebonjour ou bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, moi, je suis Frédéric Lelus. Je suis prof de SVT dans deux établissements, deux collèges maintenant, le collège Saint-Ouen-la-Salle à Plouay et le collège Saint-Félix-Kerlois à Hennebont. Et je suis professeur animateur diocésain, donc en intervenant sur le pôle majoritairement scientifique, mais sur d'autres actions un petit peu plus communes, comme celle qu'on va vous proposer avec Philippe cet après-midi, sur la mise en place ou la mise en œuvre des parcours éducatifs. Voilà, me concernant. Voilà. Bonjour à tous. Philippe Renaud. Je travaille à la DDEC 56 pour ce qui est des relations école-entreprise, des parcours et de l'orientation. Et j'ai un gros volet aussi sur les outils numériques, puisqu'on va avoir l'occasion aussi d'aborder cette question. Donc, en tant que chargé de développement, justement, sur tous les outils numériques pédagogiques, mais aussi sur les outils de pilotage des établissements. Je vois qu'il y a plus de monde que nous le pensions au départ, donc ça, c'est formidable, c'est parfait. Nous sommes toujours contents d'accueillir plus de monde que ce qui était prévu, c'est très bien. On va donc démarrer, donc bonjour à tous, hein, bien évidemment. On va donc démarrer ce webinaire selon, tu nous diras, Frédéric, hein, par rapport à l'ensemble de ce que l'on a prévu. Revenir sur la notion de parcours, vous l'avez sous les yeux, hein, revenir sur la notion de parcours, bien se refixer sur les 4 parcours du collège au lycée, puisque là, il faut parler de collège et de parcours lycée. Ensuite, sur un volet plus sur l'accompagnement et comment accompagner chaque jeune aujourd'hui, quels sont les... Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein. Je pense que Frédéric vous le dira aussi, il n'y a pas de recette miracle en classe, mais il y a des choses que l'on peut faire. Et puis aussi, reparler des outils de garder trace, de valorisation et de capitalisation. Donc, voilà un peu la structure que l'on souhaite vous présenter pendant cette heure à partir de maintenant. Voilà, exactement. Alors, on va, si vous avez des questions au fur et à mesure de ce que l'on vous présente, eh ben, évidemment, elles sont les bienvenues. Vous avez le petit onglet qui vous permet d'aller sur le chat pour pouvoir poser vos questions. On y répondra, on avait vu avec Philippe, on vous y répondra soit au fur et à mesure en fonction de là où on est rendu, soit à un moment où ça s'y prête un petit peu si on voit que les questions seront alimentées par différents supports. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Nous, on va couper nos cams aussi. Ça va permettre d'augmenter un petit peu les débits. Tout à fait. On reverra à la fin. Et en ce qui vous concerne, on va vous demander de couper vos caméras et vos micros. Ça permet souvent des flux un petit peu meilleurs. Voilà, et ben on va pouvoir, on peut lancer la première diapo. Alors, on lance. Non. Donc, on voulait tout d'abord vous faire réagir un petit peu, avoir un petit peu votre ressenti. On avait décidé de partir sur cette image-là pour voir un petit peu vos représentations aujourd'hui sur un parcours. Donc, avec cette grande question, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'un parcours ? Et donc, on part de cette image. Voilà, ce n'est qu'une image, hein, et en vous demandant d'écrire ce que vous évoque pour vous cette image. Vous l'avez juste devant vous. Et pour pouvoir nous donner vos idées, on va vous mettre sur la conversation le lien d'un petit outil qui s'appelle Linois. Vous pouvez aller sur ce lien et on va vous demander d'écrire une idée brève sur un post-it. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez normalement le lien qui s'est affiché dans la conversation. Vous regardez bien l'image. On vous laisse 5 minutes pour nous dire, voilà, globalement, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque. Et puis, on fera un petit temps de synthèse. Alors, j'espère que vous êtes sur le Linois. On fera un petit temps de synthèse au fur et à mesure. Je ne sais pas, alors, Philippe, si tu... Frédéric, tu avais bien copié le lien sur la conversation, c'est bon? C'est bon. Reprends. Tu le vois? Je ne voyais pas jusque-là, mais ça va être bon, on va le reprendre comme ça. D'accord. Alors, il est là, peut-être, voilà. Saisir un message, le remet. Oui, j'ai vu, oui, effectivement. Hein, on est bien d'accord. Donc, en fait, vous allez arriver sur, je vais d'ailleurs le faire moi-même, hein,
Ça, vous allez pouvoir le voir. Vous allez donc pouvoir écrire Voilà. en prenant un petit post-it. Vous voyez la couleur que vous souhaitez, à la limite. Là, après, on les reclassera un peu nous-mêmes, hein. Et vous pouvez prendre un petit post-it et puis donc, je vous montre, hein, placer directement le petit post-it à un endroit et puis écrire dedans. Vous voyez, il y a juste une petite main, vous pouvez le prendre, tout simplement. L'objectif de cette première partie est vraiment d'essayer de comprendre les représentations, hein, de chacun sur cette notion de parcours. Alors, on vous laisse compléter. Petit commentaire, oui, quand on voit la fameuse image que vous avez sous les yeux, bon, effectivement, hein, il y a des choses qui vont venir rapidement, je pense. Alors, je vois personne sur le linois. Ah si, ça y est. Voilà. Ça y est, vous avez des choses. Je ne peux Voilà. pas ouvrir le lien. Si vous utilisez sur le lien de la conversation, il est public. Donc, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous changez à la limite de navigateur, ce qui peut Voilà. quelquefois être la solution. Normalement, en cliquant sur le lien qui est dans la conversation, vous arrivez sur le linois parce qu'il y a déjà des personnes qui Il y a sont. déjà des personnes, on va regarder ça justement. Ouais, je Hein. vais voir. Voilà. Tu les as postés, Fred? Tu as le... D'accord, oui, je vois des choses. Voilà. Alors, je vous montre les premiers qui arrivent, hein. Mhm. Et on va faire une petite réactualisation. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrive à y être. Par contre, je ne vois que 3 personnes. Voilà. OK. Voilà. Voilà, c'est bon. On a des choses. Si tu peux les déplacer, Bah, lever la main. c'est ce que j'essaye de faire, effectivement. Mais Je ne peux pas les déplacer. Alors, qu'avons-nous déjà? on a un parcours et tout sauf linéaire. C'est une formation tout au long de la vie. Un parcours, c'est un cheminement où rien n'est figé. L'image évoque la diversité du parcours. C'est une évolution progressive. Voilà, on a plein d'idées Ah, c'est intéressantes. intéressant, on a des mots-clés. Voilà. Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi. Ah voilà, on a une individualisation. On a mobilité dans son parcours de vie. Tu dois le voir aussi, Philippe, non? J'actualise. On voit D'accord. les petits post-it Qui qui apparaissent au fur et à mesure. Voilà. Alors, il y a un petit peu de temps de. Alors, le problème, c'est que il ne veut pas que je déplace, et je pense que c'est parce que les gens sont dessus. Il ne veut pas que je déplace les post-it. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Bon, on a des mots-clés quand même, là, déjà, Oui, sur ce oui. que l'on va développer par la suite, hein. Travail, professionnalisme, propre à chacun, pas de voix meilleure qu'une autre. Ah, ça, c'est très intéressant. On évoque la diversité, effectivement, et la prise en compte de la diversité, et ça, je crois qu'il faudra que l'on y revienne aussi. Des facettes différentes et complémentaires, de l'individualisation, de la mobilité, sûrement. Ouais. La mobilité dans son parcours de vie, la possibilité de changer de métier tout au long de sa vie professionnelle. OK. Alors, on va actualiser encore. Oui. Ah, il y en a un qui est de Oui, côté. il y en a qui est de côté, ouais. Parcours scolaire, parcours professionnel, parcours sportif, effectivement. Alors, ce qui m'embête, c'est que apparemment, il n'a pas envie que je joue avec lui, Linois. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant. J'aurais voulu savoir si c'est celui qui était derrière, là. Le rouge, il y en a un autre. Oui, alors en rouge, il y en a un autre et c'est un parcours est tout sauf linéaire. Un Alors, parcours est tout sauf linéaire, ok. voilà. J'arrive à les lire, mais malheureusement, il ne veut pas que je les déplace pour les ranger, tu vois.
D'accord. Bon, bah déjà, on a des choses intéressantes là. Ouais. On va pouvoir se baser là-dessus pour pouvoir échanger avec vous. Et puis déjà, travailler simplement sur les représentations, parce que vous comprenez bien, hein, vous l'avez perçu. Ici, c'est vraiment de pouvoir travailler sur chaque représentation, hein, sachant que nous avons tous une façon différente par notre histoire, par énormément de choses. Nous avons des façons différentes d'entrer dans des notions telles que celles d'un parcours. OK. Alors, je sais Alors, pas, est-ce que on vous va avez, se baser là-dessus déjà, sur ces ouais. mots-clés. Est-ce que vous avez déjà d'autres, non, pas d'autres idées? Bon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein. On a déjà pas mal de choses. Alors, si on reprend effectivement ces idées du Linois, bon, on avait prévu de les classer, mais on va on va le faire comme ça parce que je ne vois pas pourquoi il ne me laisse pas déplacer vos post-it. On s'aperçoit effectivement dans tout ce que vous écrivez, hein, si on relie globalement les idées, c'est une image qui évoque la diversité des parcours. Un parcours, c'est un cheminement. Rien n'est figé, il y a des facettes différentes, il y a des étapes, il y a une individualisation, il y a la possibilité de changer toute sa vie de profession, c'est pas linéaire, c'est alimenté par différentes choses. Et effectivement, quand on regarde un petit peu tout ça, les premières idées qui apparaissent, c'est effectivement qu'on s'aperçoit qu'il y a différentes composantes et il y a différentes choses qui alimentent le parcours. Alors, on avait imaginé, là, quand on regarde un petit peu ce que vous écrivez, qu'il y a différentes choses qui peuvent alimenter le parcours. On voit quand même que le domaine globalement scolaire intervient dans l'alimentation des parcours chez les individus. Mais on voit aussi que bah, voilà, les expériences personnelles vont permettre d'alimenter le parcours. Bon, les expériences personnelles de sa vie sportive, de sa vie familiale, de son contexte et de son cadre de vie. On voit aussi qu'il y a une importance, puisque vous mettez que c'est pas figé, que ça va dépendre un petit peu, c'est pas linéaire, donc ça va dépendre aussi de ses rencontres. Et puis, on s'aperçoit que, bah, puisque ce n'est pas linéaire, il peut se passer plein de choses au fur et à mesure du parcours qui vont alimenter et qui vont permettre de développer des facettes différentes. Voilà. Donc là, effectivement, plusieurs thématiques et plusieurs domaines vont permettre d'alimenter le parcours. Donc, c'est effectivement pas linéaire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Philippe? En fait, ce que vous avez mis ici revient à une notion fondamentale du parcours et on va revenir dessus, c'est que, en fait, on est vraiment sur la formation intégrale d'une personne, hein. Dans le sens, quand je parle de formation intégrale, c'est que on ne forme un adulte, bien évidemment, par des compétences qui sont liées à celles de l'école, qui sont des compétences disciplinaires, qui sont des compétences sociales, évidemment. Mais la compétence sociale, si on ne prend que celle-ci, elle se développera autant à l'école qu'à l'extérieur de l'école. On le sait. Le parcours a pour objectif de pouvoir, à un moment donné, réunir toutes ces compétences qui sont développées dans plein de domaines différents pour les mettre en valeur, justement pour un enfant. Beaucoup de travaux de chercheurs aujourd'hui nous disent quand même, alors on pourra en discuter si vous voulez, ça pourra peut-être vous faire réagir, mais nous disent qu'aujourd'hui, un enfant, en règle générale, va environ prendre, je dirais, en termes de compétences, 40% de ses compétences au sein de l'école et 60% de ses compétences de vie seront acquises en dehors de l'école. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important dans cette notion de parcours. Le parcours a pour vocation de vouloir intégrer la totalité, comme vous disiez Frédéric à l'instant, de vouloir intégrer en fait autant du scolaire que de l'extrascolaire. Et il se passe, et vous le savez, puisque vous êtes devant élèves, il se passe beaucoup de choses en dehors de l'école, bien sûr. D'accord pour ça, impeccable. Voilà, donc en fait, globalement, on construit l'idée de parcours en s'apercevant voilà, sur les notions clés que globalement, dans la construction des parcours, parce qu'on ne va pas parler que d'un parcours, on détaillera par la suite, mais quand on veut alimenter le parcours, on s'aperçoit d'abord que c'est centré sur l'individu lui-même. Vous l'aviez proposé dans les idées, c'est pas linéaire, ça c'est effectivement bien inscrit dans les post-it. On voit bien que sur le parcours, on va être sur un chemin individuel de l'individu. Ça veut dire qu'il va alimenter lui-même son parcours et on s'aperçoit malgré tout que
on va s'appuyer sur une construction collective. Si on prend un exemple, bah, évidemment, si le parcours scolaire est à peu près identique chez le jeune, ils vont pas forcément tout prendre et tout utiliser au même moment. Voilà. On va alimenter, mais ils ne vont pas l'utiliser de la même façon. Les différents parcours qu'on verra après vont dialoguer entre eux. Il y a une perméabilité, il y a des choses qui vont alimenter un parcours, mais qui peuvent en alimenter un deuxième. C'est un scénario de l'apprentissage, effectivement. Et puis, on s'aperçoit, comme le disait très justement Philippe, eh ben, nous, on va contribuer à alimenter les parcours de façon scolaire avec ce que l'on va apporter au cours de la formation initiale et scolaire. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres choses qui alimentent les parcours. Alors, vous devez vous en apercevoir tous auprès d'élèves aujourd'hui, à l'issue du confinement numéro 1 et du confinement numéro 2, on s'aperçoit bien, voilà, quand on discute un petit peu avec certains jeunes, que eh bien, les périodes ont été différentes et ça a alimenté ou développer certaines compétences ou empêcher l'entraînement de certaines compétences. Elles ne sont pas forcément que scolaires, mais il y a plein d'autres compétences extrascolaires qui ont été alimentées pendant cette période de confinement 1 et qui ont alimenté, par exemple, certains domaines des parcours. Donc, si on veut synthétiser, on avait noté sur l'idée que l'élève, il a besoin de savoir, c'est-à-dire de connaissances, qui sont apportées globalement, entre autres, par les programmes scolaires. De mise en situation, ce sont les compétences, c'est-à-dire la façon dont il va mobiliser ce qu'il sait, ce qu'il apprend, ce qu'il est dans des situations complexes et différentes. Et puis, d'en prendre le sens et d'en comprendre le sens, c'est-à-dire de pouvoir s'en servir un moment, parce qu'on sait que le monde change et on sait qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que le jeune s'adapte à la situation et il aura besoin, à un moment ou à un autre, de faire des choix. Donc, c'est de là que naît réellement le parcours, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il ait un ensemble de ressources pour lui permettre de faire des choix à un moment. Et comme ils n'ont pas forcément les mêmes choix à faire, eh bien, ils n'auront pas forcément besoin de tout ce qui alimente leur parcours au même moment et pas forcément de toutes les mêmes étapes. Voilà, donc pour nous, d'après ce que vous avez dit, voilà comment on voulait alimenter un petit peu déjà la grande idée de ce que c'est un parcours. Philippe, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? La notion de perméabilité entre les parcours est une notion qui est importante, on va revenir dessus, mais vous savez qu'il existe différents types de parcours. Tous ces parcours sont nécessairement en dialogue entre eux. Un enfant ne peut pas comprendre le sens de ce qu'il fait, et surtout sur les générations dont on parle sociologiquement, qui sont les générations Z aujourd'hui, que l'on a en collège et lycée. Ce sont des enfants qui ont besoin de percevoir très nettement le sens. Le parcours est certainement un des leviers du sens aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental. Vous avez des exemples très simples, mais quand on va venir sur le parcours à venir dialogue avec tout le monde. Il dialogue aussi avec les parcours de citoyenneté et les autres. Une deuxième chose qui est très importante, et ça, il faudra que l'on puisse échanger là-dessus, avec aussi vos expériences à vous, c'est que même si le parcours reste bien un chemin individuel, avec sa propre non-linéarité, nous sommes bien d'accord que ce chemin individuel ne peut exister que s'il y a une construction collective. Un enfant le fera avec d'autres. Donc ça, c'est très important parce qu'on reviendra aussi sur ce terme qui est lié en fait à l'accompagnement et à la manière d'accompagner. Alors ça donne quoi, effectivement, en reprenant ce que disait Frédéric à l'instant, si on devait vous faire un schéma, on le ferait de cette manière-là. Ça veut dire qu'en fait, un curriculum, parce que ça serait le terme exact, le projet global, vous l'avez sous les yeux, c'est d'une part, et ce que nous initions en tant que professeurs, c'est d'abord de se centrer sur les contenus, évidemment le savoir, hein, là prenant une vignette avec un livre d'histoire ancien, mais c'est pour bien montrer qu'en fait, c'est l'étape 1 de l'école telle qu'on l'a connue jusqu'ici, qui était vraiment centrée sur les savoirs. Le professeur, l'instituteur, comme on le disait à l'époque, est venue dans les années, je dirais, au milieu du XXe, la notion aussi de référentiel, et encore plus dans les années 2000, celle de la compétence, ça veut dire le savoir-faire, qui est basé sur la mise en situation de savoir. Mais aujourd'hui, nous sommes à la 3e étape, ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et pour mettre en musique tout ça, pour scénariser, on pourrait même utiliser le terme de scénario, hein,
eh bien, il faut créer du parcours. Parce que le parcours, lui, n'est pas centré sur les contenus, il n'est pas centré sur les compétences, il est centré sur l'élève. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour qu'un enfant, finalement, en comprenne le sens global. Fred, tu voulais peut-être… Non, c'est très bien. Alors après, là, effectivement, d'après ce que l'on vous dit, on est sur une définition un petit peu plus théorique sur le parcours, sur les parcours et comment ils sont alimentés, à quoi ils vont servir. On va détailler effectivement tout ça sur les diapos qui suivent, en prenant des exemples voilà, un petit peu concrets aussi, c'est ce qu'on disait avec Philippe, un petit peu concret pour pouvoir alimenter ces premières diapos. Et donc, c'est la diapo suivante, normalement, qui permettra de rentrer un petit peu plus explicitement dans cette construction de parcours. Eh bien la voilà, elle est là. Ah, c'est bien foutu. Eh bien c'est formidable. C'est bien fait, cette transition est magnifique. Oh, N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la conversation sur la droite de votre écran. On pourra les lire au fur et à mesure. Alors, la présentation des parcours, c'est pas très très nouveau en fait, hein, ce qu'on va vous présenter là, mais ça a le mérite de reclarifier quelques petites choses. Vous savez qu'au collège et au lycée, alors au collège depuis la réforme des programmes de 2016, les connaissances, ce que vous disait Philippe tout à l'heure, dans les programmes, les compétences que vous disait Philippe dans la construction du parcours, ben, globalement alimentent 4 parcours. Alors, que l'on connaît bien, après on verra comment on peut les mettre en place et vérifier qu'on les alimente bien. On se doute bien qu'on les alimente d'ailleurs. Donc le premier parcours, c'est le parcours d'éducation artistique et culturelle, bon, qui est souvent assez bien établi quand même dans les établissements parce que ben, il se ressort l'expérience dans les établissements du bon travail des équipes qui a été fait sur l'histoire des arts. On a un deuxième parcours qui est le parcours éducatif de santé, alors qui, on va le voir, est bien alimenté aussi dans les établissements. Le parcours citoyen, voilà, un troisième parcours, là aussi, avec sous la diapo quelques précisions en fait de ce qui est attendu en fait dans ces parcours au collège, à l'école, au collège et au lycée. Le parcours à venir, alors lui aussi qui est peut-être assez stimulé quand même aujourd'hui dans les établissements parce qu'il est souvent choisi, entre autres, c'est souvent très choisi pour l'épreuve orale du DNB. Et puis, depuis 2019, avec une mise en place qui se fait progressivement, le fameux parcours numérique PIX. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au collège aujourd'hui, si on reprend les idées initiales développées, les programmes, les compétences vont servir à alimenter ces 5 parcours au collège et au lycée. Sachant qu'on connaît bien globalement les 4 premiers parcours, on voulait essayer de vous redonner un petit peu d'informations plus précises en utilisant PIX comme exemple maintenant pour montrer un petit peu quelle est la philosophie du parcours. Et là, je vais laisser peut-être Philippe juste replacer sur PIX, comme tu veux. Oui. Alors, PIX, on va pas revenir dessus. On a fait des webinaires là-dessus que vous pourrez retrouver hein, sur nos adresses en ec56.org où on a mis la totalité des webinaires que nous avons pu faire depuis quelques mois. Mais PIX, c'est l'archétype du parcours. Pour une raison simple, c'est que vous pouvez vous entraîner, en fait, vous avez des savoirs, vous vous entraînez. Au fur et à mesure, on vous met dans des PIX, vous met dans des situations. Donc là, on arrive à la compétence. Hein. Et ces situations vont vous faire progresser. Donc, vous allez acquérir d'autres savoirs sous forme de questions, de parcours de questions, en fait, qui vont vous donner des points. Bien évidemment, quand vous n'y arrivez pas, à un moment donné, le système vous pose une autre question pour essayer de vous relancer et vous propose aussi des ressources. Donc, on est typiquement dans quelque chose qui est non linéaire et PIX, autant que les autres parcours que vous avez sous les yeux, sont vraiment et suivent cette philosophie en fait du parcours qui est celle de passer par des chemins qui peuvent être extrêmement différents pour arriver à une compétence ou une certification unique. C'est sûrement, et PIX donc a été développé dans ce sens-là, vraiment avec cette philosophie parcours, qui permettent vraiment de comprendre cette non-linéarité, mais qui permet à tout à chacun, quel que soit le chemin d'apprentissage, d'arriver à une sorte, entre guillemets, d'excellence, de certification. Donc, on est vraiment dans cette logique-là.
Et on va voir que les autres, en fait, sont bâtis exactement de la même manière. Hein. Alors, je ne vais pas vous montrer Pix, on va pas, c'est pas le sujet du jour, hein, mais simplement pour bien vous redire qu'il existe aujourd'hui et que la compétence numérique a un poids énorme dans nos sociétés. On sait très bien que nos enfants ont besoin aujourd'hui de disposer non seulement de compétences sociales, de savoir, etc., mais très certainement de compétences numériques comme étant un vecteur d'insertion sociale. C'est évident. Voilà pour ça, simplement. Et pour accompagner ce que dit Philippe sur Pix, en fait, on voulait quand même vous en parler parce qu'on voit bien quand on utilise Pix un petit peu la logique du parcours. Prenons un exemple. Quand vous êtes sur une compétence, si vous n'arrivez pas ou sur un atelier, quand vous n'arrivez pas voilà, à répondre à la question, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est-à-dire que, comme le disait Philippe, vous aurez d'autres questions. Et surtout, vous avez le temps d'y revenir. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. Donc, dans un parcours, on peut aller chercher des ressources, on peut réussir comme pas réussir, mais on peut y revenir quand on veut. On s'aperçoit aussi sur Pix que les compétences ou les programmes scolaires ont bien alimenté de la compétence numérique. Bon, on prend par exemple un tableur Excel, un traitement de texte, etc. On voit bien que voilà, on a participé, nous, en tant qu'équipe, à la construction de cette compétence chez l'élève. Mais vous prenez Pix, alors vous allez me dire, bah oui, il n'est pas tout jeune, lui. Moi, quand je suis sur une compétence Pix sur des questions sur les réseaux sociaux, oui, oui, effectivement, c'est là que je vois que je vieillis. Je suis quand même pas au top. Alors là, c'est pas grave en soi, mais ça veut dire que je vais avoir le temps d'y revenir, je vais avoir des ressources qui vont me permettre d'apprendre et je vais pouvoir alimenter. Donc, en fait, il y a quand même une notion de temps, il y a quand même une notion de longueur, de nouveaux essais, d'erreurs, etc. Et donc, dans la notion de parcours, on pensait que c'était intéressant de vous montrer que cet outil-là, il alimente bien cette notion de temps long et cette notion où on peut essayer des choses et qu'on ne sait pas tout. Mais en tout cas, il y a plusieurs choses qui alimentent notre parcours. Et entre autres, c'est le cas. Donc, sur les autres parcours, c'est la même chose. On apprend, on essaye, on alimente, on rate, on recommence et on a du temps pour le faire. Alors, je vois qu'il y a des questions sur Folios. Bien évidemment, on va en parler un tout petit peu. Folios, qui est l'outil numérique des parcours, et justement qui permet de pouvoir capitaliser tout ce qui est appris dans ces parcours non linéaires. Ça veut dire qu'on a besoin, et on va y revenir, d'un garde-traces, évidemment. Alors, cet outil a été plus que réaffirmé très récemment dans les textes du ministère. Hein. Folios est considéré comme étant vraiment la colonne vertébrale aujourd'hui de tous les systèmes de parcours. Hein. Voilà pour ça. Voilà. Donc, vas-y, Lucie, je t'en prie. À moins qu'il y ait des questions, hein, je surveille en même temps au niveau des questions. Ouais. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez aussi, quand vous le souhaitez, dire ce que vous pensez un petit peu lié à votre propre expérience, tout simplement. Est-il utilisé dans l'académie? Alors, on parle de quoi Je suppose de Folios, oui, il est utilisé dans l'académie, oui, il y a une centaine de plateformes ouvertes aujourd'hui. Toutes ne sont pas utilisées de la même manière, bien évidemment. Hein. Des établissements ont ouvert la plateforme mais l'utilisent très peu, ou alors avec une classe. Ça veut dire, en fait, c'est un pool de 2 ou 3 professeurs qui l'utilisent parce que ils ont, par exemple, des Ulysse ou ils ont des classes où ça leur semble intéressant de pouvoir utiliser l'outil. Là, c'est vrai qu'on a vraiment des choses vraiment sympas. J'ai rarement vu pour l'instant un Folios utilisé par toutes les classes. Par contre, on voit Folios utilisé vraiment pour des classes ciblées ou pour un niveau aussi. Hein. Donc ça, tout le monde utilise Folios comme il a envie de l'utiliser, en fait. Alors, on reparlera de Folios parce qu'en fait, oui. dans le plan qu'on avait prévu, en fait, là, on vous a présenté globalement ce que c'est une idée de parcours. On vous présente les parcours. On va essayer d'aller voir comment on peut alimenter les parcours, les bénéfices. Et puis, Folios va arriver effectivement dans l'idée d'outils. Voilà. On a parlé de Pix comme outil, mais on parlera des outils effectivement à un moment, peut-être pour voir justement à quoi peut réellement servir l'outil dans la démarche qui sera mise en place au sein de l'établissement. Parce que la question apparaît inévitablement à un moment ou à un autre quand on rentre dans la notion de parcours chez l'élève. Voilà. Oui, bien sûr.
Et c'est quand même important. Mhm. Donc là, du coup, on vous a présenté, on vous a redonné, puisque vous les connaissiez, hein, les 5 parcours du collège et du lycée. Et maintenant, en fait, on va s'intéresser un petit peu plus à comment on peut accompagner les parcours au sein de l'établissement et pour chaque jeune. Donc là, ça va être normalement la diapo suivante. C'est ça, Philippe? Alors en fait, on s'était dit, Fred, qu'on aurait montré ne serait-ce que comment construit, par exemple, si on prenait l'exemple du parcours citoyen, on ne va pas tous les Ah oui, montrer, enfin, on pourra le faire, mais ouais. si vous regardez les textes, en fait, c'est à chaque fois, c'est une quarantaine de pages, donc vous savez bien, les trucs du ministère absolument imbuvables qu'on n'a pas le temps de lire. Quand on décortique, en fait, ces textes officiels et ces BO, euh, en fait, c'est assez simple. On vous a pris avec Fred l'exemple du parcours citoyen qui est bien connu d'ailleurs de nos professeurs d'histoire et géographie, hein, mais pas seulement. Mais en fait, quand vous décortiquez complètement ce parcours dans les textes, vous vous rendez compte que vous avez trois niveaux. Vous avez ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, c'est le savoir, c'est j'apprends. Vous avez ensuite un deuxième niveau qui est je pratique. Et vous avez un troisième niveau qui est je rencontre. Et à chaque fois, vous retrouvez ces mêmes structures dans chaque texte et chaque BO correspondant à chaque parcours. Là, ce qu'on a choisi avec Fred, c'est juste de vous montrer un, bien évidemment décortiqué, mais on a aussi les autres qui sont en copie masquée, hein, on ne va pas tous les voir, mais vous voyez, par exemple, dans le parcours citoyen, j'apprends à exposer mon opinion dans un débat et à respecter celle des autres. Bon, là, on a tout un process sur l'oralité qui est sacrément intéressant dans les nouveaux textes, notamment. Respecter les lois dans une démocratie, ça pourrait servir à certains outre-Atlantique, à agir pour aider les autres. Vous voyez ce genre de choses. Je pratique la recherche d'informations pour construire ma propre opinion, etc., etc. Ça, c'est vraiment la quintessence, par exemple, du parcours citoyen. Si dans une équipe pédagogique, vous avez un professeur et un autre et un troisième et un quatrième qui à chaque fois prend un petit bout de ça, eh bien, en fait, vous vous apercevez que globalement, vous arrivez, pour l'élève, à avoir une présentation de ce parcours citoyen sur un cycle. Je dis bien sur un cycle. Il ne s'agit pas de faire ça sur une année, mais imaginons, parlons du cycle 4, par exemple. D'accord? Donc, on souhaitait avec Fred vous montrer ça. C'est toujours les mêmes structures. Si ça vous intéresse, on pourra vous montrer les autres structures aussi. Alors, et puis enfin, continuer sur cette présentation par Philippe, si vous l'avez déjà fait, si vous l'avez déjà fait dans les établissements, on voit bien que, et on va le voir juste après hein, sur la mise en œuvre, on voit bien en fait qu'il y a plein de choses de fait dans l'établissement et le fait de distinguer comment on alimente le parcours avec j'apprends, je pratique, je rencontre, ça permet quand même de simplifier les choses, de clarifier les lectures et puis de s'apercevoir en fait que ben, voilà, sur ces 3 domaines, on peut alimenter le parcours du jeune sur de l'apprentissage, sur de la pratique, sur des rencontres, mais il y a beaucoup de choses qui permettent de le faire, sachant que le jeune peut aussi s'en saisir, lui, parce que le scolaire va alimenter ces trois domaines, mais en fait, ces rencontres personnelles, ces activités personnelles extrascolaires, ben, il peut s'y retrouver aussi. Voilà, donc, sur le citoyen, vous verrez sur les autres parcours, c'est écrit de cette façon-là. Et je trouve personnellement hein, que ça simplifie véritablement l'entrée dans les parcours et de savoir ce que l'on fait par rapport à ces 3 grandes thématiques. C'est vraiment clarifiant. C'est vraiment pour moi très clarifiant. Après, Comme disait Fred, on voit bien là le scolaire et l'extrascolaire, hein. On voit bien que les deux sont intimement liés et qu'il n'y a pas de division à avoir à ce niveau-là. On exerce le citoyen à chaque moment de la vie. Enfin, je veux dire que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, bien sûr. Voilà pour ça. Bon, tout ça, ça permet effectivement de regarder un petit peu ce que c'est le parcours, etc., comment on l'alimente. Voilà. Bon, après, on s'est effectivement penché un petit peu plus sur le fait que il faut voir comment on accompagne le parcours, comment on l'alimente et en quoi ça amène des bénéfices pour tous. Alors, c'est-à-dire pour l'équipe, pour les enseignants et surtout pour le jeune qui va en avoir besoin.
Alors, bah justement, voilà, on a imaginé un petit peu les structures des établissements et on s'est dit que bah d'abord, globalement, dans un établissement, et vous le savez tous, bah, tout le monde fait plein de choses qui alimentent le parcours. Donc déjà, on n'écrase pas l'existant, bien au contraire, il y a déjà énormément de choses qui sont faites. La majorité des choses qui sont faites alimentent le parcours. Ça veut dire qu'il n'y aura pas quelques petits manques à un moment, mais en tout cas, il ne faut pas tout réinventer, il faut plutôt surtout réutiliser. Voilà. Donc pour pouvoir réutiliser, eh bien, au final, quand vous regardez bien, alors j'ai perdu la diapo de Philippe puisque je ne vois pas, mais c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Il y a déjà beaucoup je suis à pour comment accompagner les jeunes, là. Quel bénéfice pour tous avec la présentation du tableau de synthèse, en fait. je l'ai. Donc, en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en lien avec le parcours, mais en fait, la difficulté, c'est que globalement, chacun fait plein de choses, mais on n'a pas de formalisation, on n'a pas de tableau ou d'outils qui permet globalement à l'établissement de voir ce qui se fait. Voilà. Donc, c'est pas toujours visible, ni pour les collègues, ni pour l'établissement, et souvent pas pour l'élève. Donc, la première idée, c'était d'avoir un document en fait de structuration, c'est-à-dire un document dans l'établissement, pas sur une année, mais peut-être sur le cycle ou sur les cycles, si on parle du collège, qui va permettre à l'établissement de garder trace et à l'établissement de voir quelles actions menées au sein de l'équipe alimentent les parcours. Et là, si vous regardez le tableau qui a été proposé tout à l'heure par Philippe, eh ben, ça permet d'être une entrée, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer demander à l'équipe. Alors après, il faut effectivement trouver le temps. Est-ce que c'est un document qui est partagé au fur et à mesure de l'année, que les collègues remplissent petit à petit? Est-ce que c'est lors d'une AG? Est-ce que c'est lors d'un temps voilà, des communautés, par exemple, de permettre à chacun, à chacune, de compléter le tableau des actions qui sont identifiées, par exemple, dans le collège. Ça veut dire, globalement, sur le parcours, voilà, on a les 3 thématiques, j'apprends, je pratique, je rencontre. Qu'est-ce qui est fait dans l'établissement qui permet d'alimenter, par exemple, la découverte du monde économique et professionnel? Alors, bah, si on complète ce tableau, au sein d'une équipe, bon, on s'aperçoit en fait qu'il y a énormément de choses de faites depuis le cycle 3 jusqu'à la fin du cycle 4 qui alimentent la découverte du monde économique. Bon, il y a le rôle des profs, mais il y a les forums, il y a les rencontres des directeurs d'établissement, il y a les métiers, enfin, il y a énormément de choses. En fait, ça permet, ce document, de pouvoir clarifier, de pouvoir garder trace dans l'établissement de tout ce qui est déjà réalisé au sein de l'établissement. Alors, à quoi ça peut servir? Bah, d'abord, ça permet à chaque collègue de voir qu'il y a des choses faites dans d'autres champs disciplinaires ou dans d'autres actions de l'établissement qui alimentent le parcours de l'élève. Et puis, ça permet aussi effectivement d'aller vers le réseau local, mais ça permet aussi à chacun d'avoir une photographie globale de l'établissement à un instant T, c'est-à-dire de se dire, bah oui, bah en fait, on fait déjà tout ça qui alimente les parcours. Et puis peut-être qu'une fois que c'est complété, alors même si c'est de façon progressive sur l'année, même si c'est progressif, ça permet peut-être aussi de voir que sur une des thématiques, une des compétences ou un parcours, bah, il y a peut-être un petit manque. Peut-être qu'il y a quelques actions qui pourraient être menées, réfléchies, à nouveau imaginées pour rallier les choses. Donc, à la fin, même si c'est en temps long, là encore, pour l'équipe, ça permet globalement d'avoir l'ensemble des actions au service du parcours pour l'établissement. Voilà. Après, ça peut s'actualiser aussi au fur et à mesure, à différents moments de l'année. Mais globalement, quand on le fait dans les établissements, et il y a quelques chefs d'établissement qui sont avec nous et qui l'ont déjà fait, bon, on s'aperçoit que globalement, voilà, la majorité des compétences des parcours sont déjà alimentées par les actions. Donc, pas besoin de tout refaire, bien au contraire. Bien au contraire, on fait déjà beaucoup de choses. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est toujours un plaisir d'être avec les collègues justement pour ça quand on intervient en établissement, c'est quand on propose, parce que c'est toujours une proposition bien sûr, hein, de travailler ensemble, par exemple par niveau, par groupe, par équipe de niveau sur
sur des grilles telles que celle-là, parce qu'il y a une grille pour l'avenir, mais vous avez une aussi pour la citoyenneté, pour la santé, donc voilà, hein, concernant les cas de parcours. C'est les dialogues qui s'instaurent entre les collègues, parce que résultat, très souvent, ils se disent, mais oui, tiens, c'est vrai, on fait telle chose, ah, mais je ne savais pas que tu faisais ça. Et c'est extrêmement enrichissant de prendre ce temps, qui est extrêmement riche, en fait, pour s'apercevoir que, en fait, on réinvente rien, on réordonne, c'est pas la même chose. En fait, les collègues font déjà énormément de choses. Énormément de choses. C'est juste, je dirais, à un instant T, une photographie de ce qui est fait, de toute la richesse d'un établissement. Je reviens aussi sur une chose que je trouve importante là. Je regarde le prénom, c'est Martine, c'est ça, Martine? Parler de réseau local. Mais oui, alors ça, pour moi, c'est une des clés. C'est que on sait très bien que plus on s'appuie pour un collège, notamment sur le réseau local d'entreprises, sur le réseau local de services publics, et que l'on inscrit finalement l'établissement et les actions d'un établissement au sein même de sa commune ou de son pays, eh bien en fait, on donne encore plus de sens. Et là, c'est, je pense, un des appuis les plus formidables que l'on a aujourd'hui concernant, par exemple, le parcours à venir. Hein, et culturel, bien évidemment, parce qu'on a quand même, il faut s'appuyer sur les médiathèques, effectivement les théâtres et puis plein d'autres choses. Et puis en interne aussi, vous avez quand même le professeur documentaliste, vous avez toutes ces richesses-là font qu'on arrive à une inscription finalement de l'établissement et surtout c'est une construction de sens. Hein. On a l'impression qu'au fur et à mesure, tout est lié et un enfant commence à comprendre et à percevoir le sens de tout ça. Donc, ce que vous disiez, Frédéric, hein, on revient vraiment à ces notions, hein, c'est de regarder un petit peu quelles sont les actions qui sont déjà identifiées. Et puis, ça permet aussi de voir à un moment donné s'il y a pardonnez-moi, hein, mais des trous dans la raquette, dans le sens où, quelquefois, on s'aperçoit qu'on peut avoir, c'est normal, hein, dans une équipe, des choses qui ne sont pas exercées. Bon, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que oui, non, peu importe. Mais au moins, on en discute. Hein, et puis, tout le monde a le même niveau d'information, et ça aussi, c'est nécessaire. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, c'est quand même quand ces tableaux globalement d'équipe sont faits, alors c'est une forme, hein, c'est pas la seule, bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais quand ces tableaux sont faits, c'est extrêmement rassurant, en fait, pour chaque enseignant et pour l'équipe, en se disant, alors ça remet quand même un petit peu au goût du jour les parcours, hein, parce qu'on sait qu'ils existent, mais on a un petit peu de mal, il faut l'avouer, dans les équipes, à savoir quand est-ce qu'on alimente, quel est l'outil qui permet de le savoir où on en est. Bon, là, ça permet de rassurer chacun en disant, bah oui, globalement, moi, ce que je fais personnellement, à titre personnel, disciplinaire, ou dans mes actions au sein de l'établissement, alimente bien les compétences du parcours. Bon, ça permet aussi de valoriser aussi certaines actions qui sont faites dans l'établissement. Comme le disait Philippe, ça permet de voir, de formaliser. Et puis, c'est très rassurant. C'est quand même une belle source de richesse dans les établissements. Quand le tableau est, voilà, quand il y a plein de choses qui s'inscrivent dans le tableau, on se dit, au final, on en fait des choses quand même. On en fait déjà beaucoup. Voilà, donc effectivement, s'il y a des petits trous dans la raquette, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être réinventées, entre guillemets, mais globalement, on s'aperçoit que, en règle générale, sur la fin de cycle 3 et le cycle 4 au collège, c'est la même chose au lycée, les actions, elles rendent service. Et puis, ça légitime aussi certaines actions on a souvent l'impression qu'elles restent disciplinaires. Et en fait, pas du tout. Vous prenez une web radio faite dans un établissement. Bon, chacun en entend parler, mais quand on voit, par exemple, tout ce qu'elle peut alimenter comme domaine dans les parcours, c'est quand même très, très enrichissant. Ça permet de montrer que ça alimente beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, donc, c'est souvent intéressant à faire quand même, globalement. Les chefs d'établissement le diront, mais c'est quand même très, très intéressant à faire. Ouais, tout à fait. Alors, quand tu parlais de la web radio, c'est vraiment un révélateur même, hein, parce qu'il y a des enfants avec des projets comme ceux-ci, enfin, effectivement, comme la web radio, qui sont d'une richesse en termes de compétences qui sont extraordinaires. Hein. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de compétences qui sont exercées quand vous entraînez une petite équipe ou une classe autour d'un projet web radio. Hein. Ce sont des projets d'une richesse phénoménale, ça. Ah oui,
Oui, alors il y a Web Radio, il y a la mini-entreprise, enfin, il y a plein de Oui, voilà. des projets archéologiques qui ont lieu dans certains. Enfin, il y a des projets, c'est vraiment. Et on voit bien là, l'idée de projet, on en reparlera avec un Philippe juste après, mais se mettre en projet, l'idée de projet pour l'élève, c'est vraiment extrêmement révélateur. Et puis bah, là, l'enfant, il est obligé, le jeune est obligé d'utiliser effectivement des programmes, des contenus, des connaissances, d'acquérir des choses. Mais il va utiliser des compétences qui sont développées au niveau scolaire. Mais là, c'est là qu'on peut voir effectivement d'autres compétences qui ont été entraînées, travaillées dans d'autres domaines hors cadre scolaire et qui sont, pour une fois, plus facilement visible et identifiable chez le jeune. Donc, ça permet aussi de voir des choses différentes chez le jeune. C'est un petit peu l'avantage. Mais tout ça, ça alimente bien le parcours de chaque jeune. Donc ça, c'était pour l'accompagnement des parcours. Est-ce que non, il n'y a pas de questions? Vous n'avez Je pas de vois pas de questions encore pour l'instant, mais n'hésitez pas, en tout cas. Alors oui, je vois qu'il y a des interventions de chefs d'établissement aussi pour demander si les fiches, ouais. vous pourrez bénéficier bien évidemment de tous les documents que l'on vous présente là et de même de ceux qu'on ne vous a pas présentés parce qu'on n'aura pas assez de temps, hein. Mais bien évidemment, vous aurez tout ça. Ce sont des choses qui ont été. Alors, si on vous les présente avec Frédéric, c'est que ce sont des documents qui ont aussi, entre guillemets, fait leurs preuves. Ça veut dire qu'ils ont pu être expérimentés dans des établissements de la région Bretagne chez nous, donc enseignement catholique. Et ce sont des documents, des process, des procédures qui sont, je dirais, très, très lisibles et très bien acceptés par les collègues en règle générale parce que c'est simple et c'est clair, tout simplement. Exactement. Donc On pour poursuit, voilà. bah voilà, donc on a vu effectivement les bénéfices de pouvoir formaliser les parcours et enfin, les actions menées au sein de l'établissement qui alimentent les parcours chez les jeunes. Bon, on en a parlé hein, à l'oral des différents bénéfices pour l'équipe, le côté rassurant, le côté alimentation, de voir tout ce qui est déjà fait, bien fait, ce qui alimente. N'oublions pas que vous avez bien dit au démarrage que le parcours, il est fait pour l'élève, c'est-à-dire que c'est l'élève qui va l'alimenter par ces différentes actions et qui va s'en servir. Et donc, évidemment, il faut que on voit les bénéfices pour l'élève. Alors, voilà, on a listé quelques idées de bénéfices pour l'élève quand on alimente ses parcours, puisqu'ils sont 5. On a listé quelques idées, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de l'utilisation en fait, de ce parcours pour l'élève. Je pense que c'est ce qu'on avait dit, hein, Philippe, on sent bien à quoi ça peut servir à l'élève. Alors, pour les bénéfices, on voit quand même que quand on alimente des parcours, ça veut dire qu'on peut globalement travailler sur la connaissance de soi de chaque jeune. Ça va lui permettre de vérifier, de regarder, de savoir vers quoi il va, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce à quoi il croit, ce qu'il aimerait devenir, etc. Ça permet aussi de voir un petit peu tout ce qu'il a comme passion, comme vocation, en quoi tout ce qu'il fait en extrascolaire lui apporte des choses pour alimenter ses parcours. Et puis, ça lui permet aussi de se projeter. Voilà, ça lui permet de se projeter. Alors, sur un temps plus court, sur des engagements, sur des projets, mais aussi sur lui donner des envies de créer, de l'envie d'aller voir, d'aller essayer, d'aller construire des choses. Donc, tout ça, ça apporte quand même à l'élève un ensemble de bénéfices lui permettant globalement d'alimenter ses parcours au service de la suite. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe, on parlera des compétences après, mais ce qu'on disait tout à l'heure pour Philippe, c'est le chemin, il est individuel dans une construction collective. Chaque élève va prendre au fur et à mesure ce qu'il va avoir comme action et il va s'en servir individuellement et il ne va pas s'en servir forcément au même moment que ses camarades. Voilà. Donc, du coup, ça va lui permettre globalement de construire, alors on les a listés par l'OMS sur les 10 compétences psychosociales, ça va lui permettre de construire 10 compétences qui nous ont semblé nous être les compétences dont il a besoin dans sa vie de tous les jours et dont il aura besoin dans sa vie de tous les jours. Pas au même moment,
pas en même temps, pas tout le temps, mais il va en avoir besoin. Donc, ça va être l'idée que plus on alimente les parcours et plus on va permettre de les alimenter, plus l'élève pourra faire des choix et plus il aura de ressources pour faire ses choix. Donc, je te laisse peut-être, Philippe, présenter un petit peu les compétences psychosociales Oui. qui sont en objectif de ces parcours, si j'ai été assez clair, je ne sais pas. De toute façon, il y aura des questions qui seront posées si tu n'as pas été clair. Il n'y a pas de question, donc Il n'y c'est a pas bien. de question, donc c'est que tu as été clair. Ou pas. Ce que vous disiez, Frédéric, je crois qu'on est vraiment au cœur au cœur du réacteur, là, on pourrait dire ça comme ça, mais en fait, quand vous regardez ces compétences sur le travail, sur la connaissance de soi, les passions, les vocations, les projets, vous êtes typiquement dans une compétence fondamentale d'aujourd'hui qui est celle de se mettre en projet, de se connaître soi-même, de se mettre véritablement en projet. Ce qui implique d'avoir une certaine réflexivité, d'avoir un certain retour sur soi-même, ce qui est très difficile pour des élèves de collège. On sait déjà que pour un cursus normal d'adulte qui doit par exemple, se reformer à un nouveau métier, c'est déjà quelque chose qui est compliqué. Faire une VAE, une validation des acquis d'expérience, c'est compliqué. Or, dans les années à venir, on sait pertinemment, et ça c'est le Bureau international du travail qui nous le dit, un enfant qui est né dans les années 70, on sait qu'il changeait de métier ou de sphère de compétences 2 fois dans sa vie. On n'était même pas à 2, on était à 1,9 pour les enfants nés en 70. Aujourd'hui, on sait que pour un jeune né après 2000, on sera autour de 6 à 7 fois. Ouais. Vous comprenez bien que dans ce cadre-là, sociologique, on ne peut plus avoir la même façon de proposer des choses aujourd'hui à nos jeunes. Nos jeunes vont avoir de plus en plus un besoin de réflexivité, un besoin de savoir se mettre en projet, et ça c'est une compétence essentielle. Et puis aussi, ce qui recouvre derrière tout ça, c'est l'estime de soi. Parce que si on ne cultive pas l'estime de soi aussi vis-à-vis du parcours, de la valorisation des enfants, on ne construit pas une passion, on ne construit pas une vocation, on ne construit pas non plus une véritable connaissance de soi. Et il y a des adultes qui en souffrent de ça. Et je pense que là, on pourrait dire qu'on dépasse le cadre scolaire, mais non, pas du tout. On est bien dans ce cadre scolaire aujourd'hui. Nous, enseignants, nous y participons, bien évidemment. Frédéric, vous disiez tout à l'heure aussi, c'est accompagner sur des parcours, c'est aussi accepter de travailler sur des temps longs, bien sûr. Le cycle, c'est un minimum. Nous sommes, comme pour éduquer, nous travaillons sur du temps long. Nous sommes même les professionnels du temps long, on pourrait dire ça comme ça. Donc en fait, quand vous regardez à quoi tout ça correspond au niveau des parcours, quand vous prenez les 5 parcours, eh bien vous recoupez en fait ce qu'on appelle les compétences psychosociales de l'OMS, qui sont en fait des compétences de vie. Vous les connaissez peut-être, savoir résoudre des problèmes, donc ça concerne tout le monde chaque jour. Savoir prendre des décisions, avoir une pensée créatrice, avoir une pensée critique. Bon, là, je pense que en fonction de vos disciplines, vous avez une perception très précise de ce que l'on avance ici. Savoir communiquer efficacement. Alors ça, ce sont des choses qui sont de plus en plus, je dirais, considérées par le ministère aujourd'hui, puisqu'en fait est venu de ces compétences de l'OMS tout le développement sur l'oralité, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que un enfant, il a besoin aussi de savoir communiquer de plus en plus efficacement, soit par des systèmes numériques, mais aussi de manière orale. Et une question simple au niveau des cours, c'est aujourd'hui, est-ce que nous pratiquons suffisamment l'oral comme étant aussi un outil d'estime de soi, de mise en confiance, de valorisation? C'est une question que nous devons tous nous poser. Avoir de l'empathie pour les autres, bien évidemment. Savoir gérer son stress pour passer la rampe, on le sait, que ce soit au moins pour des examens. Savoir gérer ses émotions et toutes les intelligences émotionnelles. Alors là, je vois une question, comment cultiver l'estime de soi? On est typiquement sur du temps long. C'est vraiment sous la forme d'actions qui ressemblent d'ailleurs à des parcours qui vont faire qu'au fur et à mesure, on peut arriver à construire aussi le projet personnel et construire une estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui qui souffrent aussi pas forcément d'avoir la bonne construction à ce niveau-là. Voilà pour ça. Si vous avez des réactions, n'hésitez surtout pas.
Et l'estime de soi est un vrai problème en filigrane de tout ça. Ouais. Alors, c'est vrai que, on le voit bien un petit peu malheureusement aujourd'hui, mais ce que disait Philippe, quelqu'un qui est né dans les années 70 va globalement ou aurait pu globalement changer deux, trois fois de compétences professionnelles. On le voit bien aujourd'hui, on en discutait avec Philippe, on voit dans la situation actuelle pour faire de ce qui se passe actuellement, on voit bien aujourd'hui que les gens qui ont fait 30 ou 40 ans d'activité professionnelle dans la même entreprise, les dégâts que font les fermetures d'entreprises. Donc, en fait, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut qu'on arrive à faire réfléchir nos jeunes. Il faut qu'on les fasse réfléchir de ce qu'ils ont appris, compris et de la façon dont ils s'en servent. Donc, il faut à un moment ou à un autre qu'on ait une réflexivité, c'est-à-dire qu'ils arrivent à réfléchir un petit peu aux actions, à ce qu'ils ont gardé, à ce qu'ils ont aimé, à ce qu'ils changeraient, à quoi ça peut servir. Mais c'est pas forcément une habitude. C'est pas forcément une habitude. Alors vous allez me dire, bah oui, il va falloir trouver le temps. On va en parler tout à l'heure parce que Philippe parlait du temps long. Alors le temps long, c'est le temps long de la formation, mais c'est le temps long aussi pour permettre à l'élève d'avoir le temps de réfléchir à tout ça. C'est le temps long parce qu'il va falloir qu'on l'accompagne à cette réflexivité. Mais à un moment ou à un autre, effectivement, il a besoin lui aussi de se poser et de réfléchir aux différentes actions et à la façon dont il les a intégrées. On voit bien quand on fait, par exemple, un DNB avec des élèves de troisième où ils prennent comme proposition le parcours à venir. Si on n'a pas travaillé avec le jeune sur justement cette réflexion d'une action, qu'est-ce qu'il a aimé, pourquoi, etc., ben, globalement, la présentation orale peut être bonne, c'est-à-dire que dans la communication, il a progressé, mais on voit bien qu'il n'a pas mené de réflexion sur le service de l'action dans son parcours. Donc effectivement, il faut à un moment ou à un autre pouvoir prendre le temps auprès du jeune pour qu'il réfléchisse aux actions et qu'il soit capable de dire ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, bon, avec évidemment sa maturité, et puis à quoi ça peut lui servir. Mais il faut pouvoir, à un moment ou à un autre, effectivement, développer cette réflexivité sur les différentes actions qui alimentent le parcours du jeune. C'est assez long. Et effectivement, comme pour pour l'estime de soi, bah là, c'est pas forcément effectivement simple. Il y a peut-être des actions à penser dans les établissements ou qui sont déjà faites qui permettent justement de travailler sur l'estime de soi. Voilà. Mais quand c'est formalisé dans l'établissement, ça permet de pouvoir savoir à quel moment on les a placés, à quel moment on peut en parler avec le jeune. Ça va demander un petit peu de temps. Et ce sera la suite de notre propos. Oui. Le temps long, c'est aussi un temps en miettes. Enfin, je dis ça comme ça me vient à l'esprit là, comme ça, mais sur quel temps peut-on cultiver l'estime de soi? Enfin, j'enseigne plus, mais quand j'étais enseignant, j'étais surpris une fois, et les élèves nous disent aussi beaucoup de choses. Et sur la relation pédagogique qu'on peut avoir avec eux en classe, les relations de confiance. Et j'avais un élève qui était en véritable difficulté, mais qui je trouvais toujours très calme, très maîtrisé, jusqu'au jour où j'ai réussi à savoir qu'il était ceinture noire de judo à 14 ans. Et typiquement, on s'est dit, mais enfin, ce sont des qualités que tu as développées qui sont énormes. Alors bien évidemment, on ne les évalue pas au collège, on ne les évalue pas au lycée. Mais ça a servi de socle pour beaucoup d'autres choses et pour arriver à faire en sorte qu'il raccroche aussi un petit peu sa scolarité. Donc vous voyez, c'est l'estime de soi, elle se cultive par miettes, par plein de choses différentes. Oui, puis il faut à un moment ou à un autre pouvoir, ben voilà, comme tu le disais dans ton exemple de la ceinture noire de judo. Bah, d'ailleurs, heureusement que tu l'as su. Hein, Oui, heureusement, après, j'ai eu chaud. Alors, c'est bien d'avoir des infos. Mais là, on revient sur ce qu'on disait au démarrage. Ça veut dire que effectivement, scolairement, un enfant ne peut peut-être pas être sûr de lui parce qu'il y a eu un ensemble de facteurs ou il y a un ensemble de facteurs qui lui font perdre confiance, comme pour le stress. Mais c'est vrai que d'utiliser d'autres compétences qui sont développées ou évaluées ou acquises dans d'autres domaines permettent peut-être d'utiliser ces points de levier-là
pour justement montrer à l'élève qu'il a déjà dans sa pratique qui n'est pas scolaire, mais des compétences qui sont établies. Alors, évidemment, quand on ne le sait pas, on ne peut pas mener la réflexion avec l'élève. Quand on le sait, si on prend l'exemple donné par Philippe, ça permet quand même d'essayer d'aller voir comment l'élève réfléchit sur comment tu fais sur un sport exigeant comme le judo à 14 ans pour être ceinture noire. Comment tu as pu être sûr de toi à chaque combat, au kata, etc. Donc, c'est quand même. Il faut développer de sacrées compétences. Hein. Et puis là, c'est une sacrée compétence, parce qu'il y a quand même un jury, il y a un public, enfin bon, voilà. Donc, il y a du stress, pour les il faut gagner, gérer son stress. voilà, donc la gestion de stress, etc. Et là, l'élève, il a déjà développé des compétences, sauf que souvent, on n'a pas, l'élève ne le sait pas, et puis nous pas forcément non plus, mais on ne peut pas utiliser ça pour alimenter d'autres compétences, d'autres parcours. Or, ces compétences-là, elles peuvent se transposer dans d'autres situations. Et ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut réfléchir et il faut faire réfléchir l'élève. Voilà. Et ils peuvent trouver avec nous, hein, évidemment, on met des aides en place, mais ils peuvent trouver eux aussi des pistes dans leur expérience personnelle pour justement alimenter ce qui est une fragilité aujourd'hui au niveau scolaire. On a plein d'exemples comme ça, tous. Hein, on a tous des exemples comme ça où on s'aperçoit que quand vous avez peut-être fait des bilans après le confinement numéro 1, on s'est aperçu que des élèves scolairement avaient eu beaucoup de mal à suivre. Et puis, en fait, on a vu qu'ils avaient développé des compétences parce qu'ils avaient aidé, par exemple, le petit frère ou la petite sœur qui sont en CM2. Et c'est eux qui les ont suivis sur le travail scolaire. Ouais, ça aussi, Imaginez les compétences que l'élève a mis en place pour aider sa petite sœur et qu'il ne s'est pas appliqué à lui-même, en fait, au final. Alors, peut-être qu'il n'en a pas eu le temps, mais n'empêche que quand on discute avec l'élève, on a là une source, certainement, de réflexion qui va lui permettre de se dire qu'il est capable de faire ça, qu'il est capable de se rassurer sur ça. Voilà, donc ça va faire partie d'un processus, certainement, de dialogue. Et là, la question arrive, c'est quand fait-on ça? Normalement, c'était la question, mais personne ne la pose. Pas grave. Déçu. Alors, oui, les intelligences multiples, je vois une réaction sur les intelligences multiples. C'est évident que quand vous regardez les 10 compétences de l'OMS, par exemple, être habile dans les relations interpersonnelles, vous recoupez complètement les intelligences multiples du type intra- et interpersonnel, bien sûr. Hein. OK. On peut simplement quand même parler des bénéfices. On l'a déjà bien exposé, hein, Fred en a déjà beaucoup parlé, mais des bénéfices pour l'équipe. Tiens, je fais les bénéfices pour l'équipe, tu feras les bénéfices pour l'élève, Fred. Fais-toi plaisir, Philippe. Alors pour l'équipe, effectivement, c'est que quand on a la chance, le luxe de pouvoir se poser, parce que je sais que vous êtes souvent, le problème, c'est d'abord de se poser, parce qu'entre les cours, les corrections et tout ce qui nous tombe dessus, c'est évident que c'est un luxe, mais il faut prendre ces temps-là autant que possible, ces temps de construction, parce que ça fait du bien aussi de les prendre. Mais ça permet quand même d'identifier les compétences donc, qui sont ou non ou pas ou peu exercées sur certains parcours. Donc là, je reprends ce que l'on disait tout à l'heure sur les fameux tableaux qui nous permettent simplement, ça peut être des tableaux qui sont et puis on griffonne dessus au crayon gris entre collègues. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Avec le café, tout va bien, on fait ça tranquillement. Ça permet quand même, quand vous travaillez comme ça, de mutualiser des actions et de les mettre en cohérence, puisque d'un seul coup, vous avez une lisibilité. Ce que l'on voit souvent dans les équipes, c'est la réflexion. Ah, mais tu fais ça, toi? Et bah oui, tiens, on n'a jamais eu le temps d'en parler, tout simplement. Et ça, je trouve que ça vaut de l'or, hein, quelquefois, dans des équipes, hein, de savoir ce que les uns et les autres voilà, font. Et du coup, d'un seul coup, pour chacun, on retrouve une lisibilité d'ensemble et on arrive au projet d'établissement, d'ailleurs. Se sentir moins seul sur certaines compétences, parce que quelquefois aussi, on aime bien avoir l'aide des collègues, hein, ce qui est arrivé aussi beaucoup lors du premier confinement sur les parties numériques. Ça permet aussi de créer des nouveaux projets, soit parce qu'on s'est dit, tiens, c'est bizarre, on n'occupe pas cette partie-là, ou au contraire parce que ça permet peut-être de réunir des projets. Là, j'ai pu le voir également aussi. Ça enrichit les actions, indéniablement. Ça améliore aussi la relation avec les élèves parce que pour beaucoup d'enseignants, à partir du moment où les choses sont plus lisibles et que je sais qui fait quoi et que font mes collègues, je peux
aussi m'inscrire dans quelque chose qui semble plus naturel. Et puis, bah, ça permet aussi, et ça, on pourra en discuter, mais c'est quelque chose qui nous occupe énormément à l'heure actuelle, c'est d'évaluer positivement. C'est fou comme on s'aperçoit de plein de choses quand on décale notre vision par les parcours. Et que l'on voit l'élève d'une certaine manière quand il est en classe et qu'on peut le voir de manière différente quand il est mis en situation. Il y a un exemple que vous connaissez tous, c'est les voyages. Quand vous faites des échanges ou vous partez en voyage, vous avez des enfants avec qui vous n'avez jamais eu trop de problèmes qui peuvent, bah voilà, vous jouer des tours, et vous avez des enfants qui étaient un petit peu bouche-bouse en classe, pas facile, etc., qui sont des vrais trésors quand ils sont en voyage. Bon, parce qu'ils ont changé simplement de situation, ils sont dans un autre contexte. Et ce fait de jouer avec les contextes et de scénariser, vous vous souvenez, hein, tout à l'heure on parlait de ça, le parcours c'est aussi une scénarisation, eh bien révèle aussi des talents, révèle une autre façon d'être, un autre savoir-faire. Et ça, il ne faut pas s'en priver, ça peut nous aider. Oui, complètement. Oui, Et, je sais, vous ne pouvez plus partir en ce moment, donc il ne faut pas prendre cet exemple-là. bon, Oui, c'est vrai. oui, bon, les voyages, mais ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder. Dans Évaluer positivement, qui était donné par Philippe pour le bénéfice de l'équipe, on s'aperçoit aussi, quand on fait ces tableaux un petit peu synthétiques des actions faites dans l'établissement, que ça simplifie l'évaluation. C'est-à-dire que évaluer, c'est pas forcément faire un temps d'évaluation. C'est pas forcément faire de la copie. C'est pas forcément mettre de la note, regarder tous les élèves au même moment. Voilà. Mais alors, il y avait l'exemple effectivement des voyages, mais il y a d'autres moments d'action dans l'établissement où globalement, quand l'équipe a dit bah voilà, voilà tout ce qui est fait, souvent les moments d'évaluation, ils arrivent en même temps. On dit ah bah on pourrait regarder là, puisque ils ont déjà fait ça en sixième, on les a remobilisés en cinquième, en quatrième, et puis ben on s'aperçoit en troisième qu'on a une action. Et là on peut faire naître une évaluation, c'est-à-dire qu'on va dire bah tiens à ce moment-là on va regarder comment se comportent les élèves. Ben, globalement, la majorité, c'est assez facile. Hein. On peut faire dans la majorité, on n'a pas besoin de fabriquer un document papier avec une note. On peut tout simplement observer l'élève dans la situation. Alors, ça peut être, par exemple, il a eu une intervention sur la santé en sixième, il en a une autre en cinquième, en quatrième, en troisième. Ben, on peut très bien regarder comment l'élève se situe ou comment l'élève, à un moment ou à un autre, se comporte devant une autre personne adulte qui vient présenter autre chose. Voilà, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est des compétences mises en jeu par l'élève. Et donc, il n'y a pas besoin de fabriquer des grilles un petit peu usine à gaz, excusez-moi du terme, mais il y a des situations simples pour évaluer des compétences. Évaluer le parcours citoyen, voilà, globalement, dans la vie de l'élève, c'est assez simple à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, au moment où on faisait des voyages et où on en refera, par exemple. Pour parler des bénéfices pour l'élève, globalement, l'élève, ce que ça lui apporte quand il sait que ça alimente un parcours, c'est que ça donne du sens. Voilà, ça donne du sens. Il sait, par exemple, alors ça peut être tout simple, hein, mais d'indiquer à l'élève que ça va alimenter tel ou tel parcours, ça donne du sens. Il sait à quoi ça va servir. Voilà, que quand on fait de l'information sur l'alcool, c'est pas c'est pas pour le moraliser, c'est juste pour lui donner un ensemble d'idées pour qu'il ait des comportements et des attitudes aujourd'hui et demain qui soient adaptés à une situation. Voilà. Ben, si c'est présenté comme ça, l'élève, il va le prendre comme ça. Donc, mais ça donne du sens. C'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Ça donne aussi de la lisibilité parce que ben, on ne fait pas une action pour une action. Alors, évidemment, si on a placé l'action le vendredi en H7 avant les vacances scolaires de Noël, c'est un peu plus compliqué pour la visibilité, j'avoue. Bon. Ah oui, mais, si on en parle à l'élève et qu'il sait que ça alimente quand même un parcours qui lui sera utile à un moment ou à un autre parce qu'il aura besoin de connaissances, ça peut fonctionner. Quand on fait une intervention sur l'impact du soleil, par exemple, bon, évidemment, vous allez encore entendre, bah oui, moi je mets de la crème solaire, c'est du monoï. Et puis, bah après, ça permet de faire une réflexion avec l'élève. Enfin, ça lui permet de commencer à réfléchir. Ah oui, tu mets ça, mais par rapport à ce que tu as entendu, quel est l'impact, quel est le risque, qu'est-ce qu'il est préférable, voilà, sans aller vers l'obligation, mais pour qu'il puisse s'en servir.
Bon, après, on voit bien que quand on rentre dans les parcours, eh bien, en fait, les compétences qui sont acquises sur le scolaire, l'extrascolaire, ben, on peut les transposer. Ce que disait Philippe dans la communication à l'oral, ben, il voit bien l'élève qu'à un moment ou à un autre, les compétences ou les techniques d'expression à l'oral, elles alimentent le parcours citoyen dans le relationnel avec l'autre, que ce soit un autre jeune, un adulte à différents moments, un maître de stage, un directeur de lycée qu'il va rencontrer, un maître de stage. Voilà. Donc là, on a des moments où on peut regarder comment l'élève se sert de ses compétences pour lui montrer que ce qu'il a fait lui sert à quelque chose. Évidemment, c'est l'école inclusive, ça veut dire que on va prendre en compte la diversité. Alors, en montrant que la diversité, c'est une richesse, en fait. Ils sont tous différents, au final. Alors, ils sont tous différents, mais chaque différence va apporter un plus, à un moment ou un autre, ou une fragilité dans une compétence. Mais c'est la diversité qui est que là, bah, chacun avec ses différences fait un groupe et chacun avec ses différences va alimenter d'une façon différente son parcours, mais va l'alimenter quand même. Et on peut essayer de transformer à un moment ou une autre une fragilité en une future valeur de compétence. Alors évidemment, ça demande du temps, mais on l'a dit, c'était long. Et le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, on parlait de l'exemple du judo tout à l'heure, il faut qu'on arrive à montrer que des compétences qui sont exercées, évaluées et qui mènent à progresser dans certains champs peuvent servir dans d'autres champs. Le travail par cycle, oui, bah là, c'est de montrer le temps long. Il y a des choses que l'on va faire, je vous parlais des exemples de la santé, il y a des choses que l'on va faire en cinquième, que l'on va réalimenter par un autre apport en quatrième, un autre apport en troisième. Tout ça, ça alimente petit à petit le parcours. Mais à un moment ou à un autre, il faut que l'équipe ait gardé trace, d'où les tableaux, et à un moment ou à un autre, il va falloir que, on va voir par la suite, qu'il va falloir que l'on puisse prendre du temps avec l'élève pour réfléchir à ce que ça a apporté. Voilà. Et puis, évaluer, à un moment ou à un autre, il faudra bien regarder où en est l'élève. Alors, pour certains élèves, on peut déjà regarder à un moment T dans son parcours scolaire ou extrascolaire, mais on peut peut-être, comme sur PIX, évaluer à différents moments, pas forcément au même temps, laisser plusieurs essais pour arriver. On le voit bien, par exemple, sur la formation de la personne et du citoyen au sein des collèges. On a plein de moments où on peut regarder comment l'élève, voilà, s'il fait un écart et qu'il comprend soit la sanction, soit les remarques et qu'il progresse dans la compétence, globalement, il a évolué positivement dans la compétence. Donc, l'évaluation change aussi. Et puis, voilà, effectivement, tout ce qui est fait sur son retour d'expérience, sur son analyse, sur la réflexivité qu'il peut se faire, ça lui permet de progresser dans la connaissance de soi. Et puis, tout ça, si on parle du parcours à venir, ça va lui servir à se projeter sur l'orientation à la fin du cycle et sur aussi l'orientation et sur ce qu'il pourrait devenir demain. Voilà. Comme futur citoyen, mais comme futur professionnel aussi. Je m'arrête là. Donc, pour respecter, puisque je vois que l'heure file et on a bien spécifié que c'était 14h, 15h15, donc il est pas loin de 15h15. Peut-être avec Fred, simplement, bon, Folios, c'est un outil, si vraiment on doit refaire un petit webinaire sur Folios, on pourra en refaire un si vous le demandez. Hein. Autrement, il y a plein déjà de ressources qui ont été effectuées, mais dans Folios, comme étant outil de garder traces, vous allez retrouver, je dirais, toutes les grandes lignes de ce que l'on vous a montré. En fait, aujourd'hui, on va retrouver le cœur un petit peu de la machine qui est la connaissance de soi, des espaces pour la réflexivité, des espaces pour la ressource, qui sont directement indexés sur les sites de l'ONICEP de manière à aller plus vite. Il y a aussi pour les professeurs des ressources qui sont extrêmement intéressantes avec plein de fiches d'activités transformables. Il y a des centaines de scénarios pédagogiques sur le parcours à venir, sur les parcours citoyens, sur les parcours de santé. Enfin bon, tout ça, il y en a encore à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que Folios permet le garder traces, permet la réflexivité. Et c'est ce que l'on vous a mis ici. Le garder traces, il y a peut-être 4 mots-clés qu'il faut avoir derrière ça, ou plutôt 3. Quand vous gardez traces, quelque part sous-jacent, vous avez
en tête une mission de valorisation du jeune, que ce soit au sein de l'école ou de ce qu'il peut faire de bien en extrascolaire. Vous avez vraiment le travail de la réflexivité. C'est une compétence qu'on retrouve chez beaucoup de sociologues qui est celle d'écrire sur soi-même. C'est ce qu'on dit souvent, écrire sur soi-même. Aujourd'hui, encore une fois, même des adultes ont beaucoup de mal à passer à ce genre d'exercice parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, tout simplement. Donc, c'est vraiment de viser ça, la valorisation en dehors et dans l'école. La réflexivité, c'est l'écriture sur soi-même, c'est le feedback, en fait, tout simplement. Et puis aussi, ce que l'on pourrait appeler la capitalisation. Ça veut dire que quand j'ai des temps, moi, en tant qu'élève, de bilan, de synthèse active avec mon prof, à un moment donné, je vais commencer effectivement à organiser mes idées, à récupérer ce qui finalement est important pour moi. Si vous arrivez à faire ça, en fait, vous avez gagné. Vous avez gagné puisque vous avez transformé des expériences en de véritables socles de réflexion. Et c'est l'essence même du portfolio, en fait, et d'avancer selon des principes portfolio. C'est vraiment de récupérer des choses qui peuvent être éparses au départ et de leur donner un sens. Et si vous arrivez à faire ça tout au long vraiment de parcours, vous apercevez que réellement, pour le coup, vous pouvez construire une personne. Et vous construisez intégralement une personne. Et vous valorisez son intégralité, c'est-à-dire tout ce qu'il sait faire de bien. Et ça, c'est important d'avoir cette vision positive sur un enfant. Ouais. Voilà pour ça. Je ne vais pas vous montrer Folios directement, mais par contre, ce que je vous proposerais bien, puisque là, on arrive aux 15h15. Fred, si tu peux meubler juste 2 secondes, le temps que je trouve l'adresse pour le petit form de bilan. Oui, bon, de toute façon, je dois, tu fais ce que tu veux. Oui, je meuble, c'est sympa quand même. Je meuble. Alors, moi, je voulais juste rajouter une petite idée parce que, en fait, avec tout ce qu'on a à faire, moi, je suis prof de SVT dans des établissements, avec tout ce qu'on a à faire, avec le suivi de nos élèves, nos cours, les réunions, les rencontres, etc. On a énormément de choses à faire. Et moi, ce qui m'a toujours posé problème en étant convaincu de l'idée d'alimenter les parcours de l'élève que l'on fait, mais de pouvoir les formaliser, ce qui m'a toujours posé problème, c'est de me dire, mais quand est-ce que j'ai le temps de faire tout ça? En fait, il faut, à mon avis, il ne faut pas vouloir rajouter du temps aux enseignants, aux élèves, etc. Il faut peut-être essayer de transformer des temps. Alors, je vous donne un exemple. L'heure de professeur principal, c'est très sympa, une heure de professeur principal. Devant une classe entière, ça peut être un petit peu moins sympathique. Par contre, si on arrive, par exemple, à organiser des petits moments d'entretien avec des élèves et pendant ce temps-là, les autres élèves sont en salle multimédia ou sont en permanence ou au CDI, donc tout ça, c'est une organisation. On peut discuter avec l'élève. On a le temps de discuter. On ne rajoute pas du temps, on rend efficace du temps. C'est une idée. Nous, on l'a fait, par exemple. Ça marche super bien, on fait de l'entretien de positionnement. C'est-à-dire qu'on prend l'élève, il a son tableau, il a des actions, il a réfléchi avant, il a préparé lui aussi, parce qu'il faut qu'il prépare, et puis là, on a le temps de discuter. Et là, on va voir les compétences dont l'exemple qui était pris par Philippe du jeune qui a réussi au judo, et ben là, on peut s'en servir, on a le temps. Autre possibilité pour prendre du temps, quand on fait nos rencontres parents. Alors, rencontrer les parents, c'est toujours très sympa. Alors, en ce moment, on ne les voit pas beaucoup, mais on peut les voir par visio. Mais si on a demandé à l'élève et à sa famille en amont d'avoir préparé la rencontre, c'est-à-dire de parler d'actions concrètes, parce que dire, bah oui, il n'y arrive pas en telle matière, bon, bah, oui, on est tous d'accord, on l'a tous vu, hein, donc les parents, l'élève et les enseignants. Maintenant, si on essaye de voir pourquoi dans certaines disciplines ça fonctionne, que ce soit préparé en amont, et quelles compétences peut utiliser, comment on peut l'utiliser dans telle ou telle discipline pour essayer de cibler d'où ça vient. Donc, on n'a pas ajouté de temps, mais on a transformé le temps. Quand on est dans une discipline, ça peut être bien de temps en temps, quand les élèves sont, par exemple, en évaluation formative, en exo, de pouvoir discuter là au niveau disciplinaire avec un puis 2 élèves. Mais pas tous, on ne pourra pas. Voilà, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à un moment ou un autre, pour amener la réflexivité de l'élève, il faut qu'on ait le temps de l'accompagner dedans, sans nous créer de la surcharge de travail
on ne peut pas augmenter, mais on peut essayer peut-être, il y a plein de moments dans la vie de l'établissement où on peut peut-être modifier un petit peu les temps d'apprentissage et de réflexivité d'élèves. Ce ne sont que des idées, hein. C'est pas forcément évident à mettre en place, mais il y a quand même des pistes. Il y a quand même des pistes. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là parce que j'ai assez meublé, je crois. Que je vois que Philippe a réussi à mettre le lien donc, du questionnaire. On va vous laisser aussi poser vos questions si vous avez des questions par la même occasion. Et on s'arrêtera là parce qu'il est 21.